Laurent Laporte, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes PDG de BrainCube. BrainCube en quelques mots. BrainCube, éditeur de solutions logicielles pour l'industrie Auvergnat, qui a aujourd'hui 15 ans, on est 200 personnes et notre spécialité c'est aider les entreprises automatisées, les usines automatisées à maîtriser leur process de production, à l'optimiser en gaspillant moins et en gagnant en productivité. Bon, alors là pour moi c'est presque du chinois, mais j'ai l'impression que vous avez des solutions qui réellement apportent des réponses à des industriels qui parfois sont un petit peu perdus. Oui, notre spécialité, on est parti en fait, on venait du Six Sigma et de la direction d'usine et on est parti avec cette idée que les données étaient plus que de l'information, mais étaient une capacité d'apprentissage pour en fait dépasser la connaissance. Donc au début de notre aventure, on a très vite développé des technologies qui permettent de faire de l'analyse fine, de l'analyse multifactorielle, d'aller rechercher des corrélations, des interactions très complexes qui permettent d'éclairer des phénomènes en fait, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas. Donc on a ces technologies très avancées qui font notre reconnaissance mondiale. Et ensuite, on a développé autour de ça en fait, tout un parcours de transformation digitale plus simple avec, on part de la collecte d'informations, on les met en plateforme, on sait transformer ces informations pour qu'elles aient du sens et ensuite on a des applications plus ou moins simples pour accompagner nos clients suivant leur roadmap de transformation. Mais on va assez loin, on utilise de l'intelligence artificielle qui prend de la prise de décision in situ, en temps réel, à la place en fait, des hommes sur des machines où on est incapable de piloter. Un peu qu'un véhicule autonome aujourd'hui. Et bien, la machine devient de plus en plus autonome. Alors, vous faisiez, quand on a préparé cette interview, un parallèle entre un club de rugby qui est cher à votre cœur et puis votre boulot. Ça, je suis curieux d'en savoir un peu plus. Alors oui, le sport en général et notre boulot, c'est une inspiration parce qu'une équipe de sport élite, c'est un fonctionnement qui nous plaît. On voit bien que les équipes qui fonctionnent ou qui dysfonctionnent, elles ont des caractéristiques. Nous, on n'est pas dans la star attitude, on est plutôt dans l'équipe de rugby. Et en fait, très tôt, on a contacté l'équipe de l'ASM à Clermont-Ferrand pour leur proposer en fait, d'aller plus loin que simplement les données qu'ils possédaient, qui étaient des données d'analyse vidéo, des données descriptives d'un match. Et on a voulu aller chercher plus loin des corrélations, des facteurs clés qui pouvaient influer sur le gain ou la défaite. Et donc on a engagé en 2011 une collaboration qui a été pour nous extrêmement motivante parce qu'on est rentré dans un monde qu'on ne connaissait pas. Et en fait, avec le recul, on s'est rendu compte que ces gens-là nous ont appris beaucoup de choses. Étant un peu hors de l'univers industriel, on s'est retrouvé confronté à des gens moins à l'aise avec les interfaces informatiques ou avec les mathématiques. Ils nous ont aidés à simplifier nos interfaces. On s'est retrouvé avec des gens très très experts d'un sport et nous on était évidemment des amateurs à peine éclairés, on va dire plutôt. Et donc ils nous ont au départ ils se sont vraiment demandé ce que les données allaient pouvoir leur apporter. Donc on leur a expliqué que notre expertise c'était justement les données. Et en fait on s'est rendu compte que le parcours d'acceptation de ce qu'on fait, il était très similaire à ce qu'on retrouve parfois dans des industries très expertes où les gens voient bien l'arrivée de la data, voient la nécessité. Mais ils sont encore très interrogatifs sur mais est-ce que ça va vraiment changer quelque chose de fondamental ou est-ce que c'est une jolie couche digitale qui apporte pas grand-chose. Donc cette collaboration qui perdure, avec laquelle on a gagné 2 coupes, un challenge européen et un Brennus, c'est une collaboration vraiment intéressante pour nous sortir de notre univers et c'est une sorte de loupe qui nous a aidés. Et puis après, c'est vraiment sympa de pouvoir envoyer ces équipes, aller collaborer avec des acteurs du top 14. Quoi. Alors justement, on est dans cette, ce qu'on appelle, parce que c'est un peu à la mode, l'usine 4.0, la 5.0, enfin, peu importe le nombre de zéros peut-être, mais c'est aussi, on est autour d'une révolution intellectuelle, d'acceptabilité de vos technos. Oui, je pense que c'est une bifurcation technologique plutôt qu'une transformation. Il est en train de se passer quelque chose puisque le 4.0 c'est l'avantage informationnel. C'est-à-dire que si on comprend ce qu'est le 4.0, c'est on peut collecter de l'information en interne dans son usine, mais on peut collecter l'information sur ses concurrents, sur son marché, sur ses fournisseurs. Et si on a une capacité pointue d'utilisation de cette information, d'un seul coup, ça peut changer sa trajectoire parce que ça va influencer sur sa stratégie, sa vision, ses process, ses choix prioritaires et ainsi de suite. Bon, alors évidemment, quand on vient du monde de la comptabilité et qu'on commence à avoir des informations sur la concurrence ou du monde du produit et qu'on a des informations sur la concurrence, sur le marché, sur les besoins du marché, quand les informations du marché sont plus précises, on est super content. Mais quand on est des experts dans une usine et qu'on va passer ces 50 dernières années à protéger son savoir, qu'il va falloir l'exposer,
l'exposer par des milliers d'informations. Pour peut-être aller plus loin que ce qu'on connaît, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des périodes de doute, de rejet. Quand la technologie ressort des choses attendues, ok, on dit elle apporte pas grand-chose. Pourtant, les confirmations sont intéressantes. Mais quand elle ressort des choses inattendues, voire des choses contre-intuitives, on rentre dans des difficultés. L'équipe reste au cœur du projet de l'usine. Et quel que soit l'outil, que ce soit une machine automatisée ou de l'IA qui va venir, en fait, il faut savoir petit à petit le faire accepter. C'est vrai qu'on a de la technologie un peu hardcore quand on dit qu'on est capable de prendre une partie d'une machine à papier où il y a des milliers de variables et sur certains cas d'usage très complexes, mettre une IA qui va prendre la décision à la place des hommes. Dit comme ça, c'est la même peur que le jour où je vais monter dans une voiture autonome et on va me dire tu peux lâcher les mains du volant. Et je vais me dire oui mais bon quoi. Et en fait c'est donc appréhendable. On a contourné ça en fait en travaillant aujourd'hui au niveau corporate avec les directions générales et en participant à leur projet de transformation plus général. Donc on ne concentre pas toute l'attention sur 2-3 technos, on le met dans un projet plus grand et en fait on va donc grâce aussi à ce que savent faire ces grandes entreprises, on va pouvoir prendre les gens et les faire participer et voir les faire les amener aux besoins de ça, à jouer avec, à le tester pour qu'à la fin ils se rendent compte que ça va leur changer la vie. Moi, mon régulateur de vitesse sur l'autoroute, je l'aime beaucoup, quoi. Alors, quand on prend un petit peu de recul, là, le BrainCube aujourd'hui est une entreprise de 100 personnes, bien installée. Votre feuille de route dans les mois et années à venir? Oui, alors aujourd'hui, BrainCube, c'est une société effectivement qui a la chance d'avoir su créer une organisation qui grossit à peu près à 30-35% par an. On a une forte aspiration aux États-Unis, c'est 36% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. La France, c'est 25%, l'Europe, c'est 21%, puisque l'industrie est plus dynamique, en fait, donc, malheureusement, qu'en France, dans ces régions-là. Pour accompagner cette croissance qui est quand même importante, on a des besoins financiers et on a plein d'idées en fait, pour booster cette croissance. On a besoin de créer des partenariats importants avec des grosses sociétés informatiques ou technologiques. On a quelques acquisitions en vue. Donc en fait, notre actualité, on est en pleine levée de fonds. On est en train de chercher pas mal d'argent pour une boîte B2B. Et on va essayer d'utiliser cet afflux en fait, d'argent pour non pas soutenir la croissance qu'on est capable de soutenir quasiment par nous-mêmes, mais pour aller chercher des éléments complémentaires à cette croissance qui nous permettent de continuer à nous imposer dans une petite niche comme étant aujourd'hui un des acteurs ou l'acteur le plus avancé sur la planète. Laurent, dernière question, et cette fois-ci elle est un petit peu plus personnelle. Quand vous regardez dans le rétroviseur, cette école des arts et métiers vous a apporté quoi? Alors cette école des arts et métiers est fondamentalement à la base de la culture d'entreprise qu'on a cherché à développer chez BrainCube. On a quitté aussi à l'âge de 35-38 ans des entreprises, des belles entreprises françaises, parce qu'on avait des frustrations culturelles et qu'on voulait créer une société d'ingénieurs qui allait amener de la technologie, où on allait pouvoir laisser un peu notre nom. L'ingénieur aime bien laisser une trace technologique. Mais surtout, on voulait créer une entreprise dirigée un petit peu autrement, avec une culture qui est pas mal héritée de ce qu'on a fait aux arts et métiers. C'est-à-dire que l'entraide, le rugby, la camaraderie, c'est des choses qui résonnent chez les arts et métiers. On a beaucoup de gars qui sont aujourd'hui des consultants dans notre société. Et cette interdépendance, le respect des personnalités, une certaine bienveillance, mais aussi beaucoup d'exigences et l'exemplarité au centre de tout ça, c'est des valeurs qui sont proches de ce qu'on retrouve avec les camarades Gazar, mes copains de promo, et on a évité en fait, on essaye en permanence d'éviter en fait des systèmes frustrants. On voudrait retrouver en fait l'état d'esprit un peu promotion, et on est aussi connu chez BrainCube pour faire des fêtes annuelles au ski, à la mer, un peu démentielles, un peu étudiantes. Un peu qui partent dans tous les sens. Il y a des chants Gazariques parce qu'on est quand même quelques-uns. On leur a déjà fait des bonhommes habillés, je raconterai pas comment, en sortie de piscine et tout ça. Mais cet esprit festif, il est aussi caractéristique de notre vécu. Et ça a été, je pense, très inspirant d'avoir fait des arts et pas une école qui a une culture purement technique. Donc oui, il y a pas mal de choses qui sont venues des arts dans notre culture. Ouais. Merci beaucoup Laurent. Merci et Eric. donc bon salon et bonne préparation de levée de fonds. Merci à toi.